Mon cher Jean-Marc, il va t'appartenir de donner un message d'espoir après tout ceci. Absolument. De nous donner la solution, la voie de sortie, la voie de salut. Alors écoutez, effectivement, c'est difficile d'abord d'apporter l'espoir, mais comme je l'ai dit ici dans le cadre de notre conférence, je n'ai jamais connu le monde qu'en crise. On m'a toujours annoncé qu'on était en crise, que la fin de l'année serait dramatique. Même cette année, on nous annonce qu'il n'y aura pas de fin de l'année puisque les Mayas, etc., etc. Donc, bon, on arrive à survivre. Hein. Et donc, alors moi, je vais faire quelques remarques. D'abord, effectivement, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit brillamment, et notamment sur tout cet aspect, effectivement, économie-spectacle. On a parlé de choses qui étaient entre 90 et qui avaient 3000 ans. Effectivement, le temps s'efface, les propos s'effacent, les concepts s'effacent. Il y a 3 ans, qui auraient entendu parler des agences de notation. Et maintenant, l'autre jour, pendant une conversation de 2 d'entre vous dans le couloir auquel j'officie, et parlant de leur jeune camarade qui est peut-être ici, il disait « Oh, tu sais, hein, il faut absolument que j'arrive à la draguer parce qu'elle est triple A. » Et donc, l'évaluation des jeunes filles, maintenant, elle est triple A. Bon, mais très bien. Alors, il y a 3 ans, on ne disait pas ça. Moi, dans ma génération qui a fait mai 68, on disait elle est émeute. On va faire une émeute pour elle. Bon, voilà. Donc chaque génération a une adaptation de son discours à une économie spectacle. Alors dans cette économie spectacle, ce que je vais essayer d'en retirer, moi, c'est effectivement quelles sont les manifestations de la crise et puis quelles sont les leçons à en tirer. Et les manifestations de la crise, je vais commencer par regarder par les grands cercles de l'économie. Donc, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas en crise? Est-ce qu'effectivement, il y a des modèles dont on peut s'inspirer? Aujourd'hui, par exemple, le service statistique chinois a sorti la croissance de la Chine de 2011. Ils sont en progrès puisqu'on est le 17 et la dernière fois, c'était le 18 qu'ils l'avaient sorti. L'INSEE va mettre 3 ans à obtenir le même chiffre avec 10 fois plus de personnes. Hein. Bon, mais on est rassuré. La croissance a été de 9,18% en Chine. La précision est absolument redoutable. Ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'elle est conforme au plan. Donc tout va bien. Bon, alors, est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas en crise? Ça dépend de ce qu'on appelle la crise. Je crois que l'économie mondiale, en ce moment, du fait de la mondialisation, est caractérisée par 3 éléments forts. Et puis ensuite, je regarderai par zone. Et ensuite, après, je dirai quels sont les enjeux. Alors, les 3 éléments forts, c'est qu'effectivement, il y a une assez forte croissance mondiale. Cette forte croissance, elle s'est traduite par le fait que, d'après le FMI, ce qui est plus sérieux que le service statistique chinois, on aura eu probablement, alors ça, ce sera confirmé par la suite, une croissance de 4% l'année dernière. 4%, ce qui fait que le PIB mondial est de 70 000 milliards de dollars, mais il augmente au rythme de 10%. Et donc, le deuxième élément qui est important, c'est que la crise telle que nous la vivons dans les pays développés, dans les pays qui sont à la frontière technologique, est une crise d'évolution de la croissance, du chômage et d'utilisation de la productivité. C'est-à-dire que nous sommes dans des phases où nous avons énormément de chômage. Dans chaque fois que nous remontons dans le cycle, nous n'arrivons jamais à des taux de croissance qui sont les taux de croissance du cycle précédent. Et qui plus est, les gains de productivité que nous faisons sont des gains de productivité de substitution et non pas des gains de productivité d'expansion. Je vous rappelle, en substitution, on remplace des hommes par des machines parce que les hommes, ça fait grève, alors que les machines, ça ne fait pas grève. Et en productivité d'expansion, on crée des machines parce que ces machines vont développer des produits supplémentaires. Et donc, on est donc dans une économie occidentale qui est effectivement dans une économie à la frontière technologique, qui est en productivité de substitution, croissance qui à chaque fois au sommet du cycle est moins importante que précédemment, et donc qui génère du chômage, et un chômage que l'on peut qualifier de plus en plus de chômage classique. Mais dans les pays dits émergents, le gros problème, c'est l'inflation. Et donc, on a une situation où effectivement, au niveau mondial, un des problèmes qui se posent, et je reviendrai là-dessus à la fin, c'est que dans l'arbitrage traditionnel, l'arbitrage de Phillips, dans lequel on utilise l'inflation pour générer de la croissance, cette inflation, cette tentative de générer de l'inflation, qui est organisée par la politique économique américaine, ne génère pas de croissance, ne pénalise pas l'économie américaine, mais génère de l'inflation à des endroits où elle ne devrait pas générer d'inflation. Concrètement, la distribution de monnaie à la surface de la planète par la politique économique américaine pour essayer d'activer un arbitrage de Phillips n'arrive ni à réduire le chômage au niveau des États-Unis, ni même à générer de l'inflation au niveau des États-Unis, puisque cette inflation est exportée au niveau mondial dans les pays émergents. Je vous rappelle que l'Inde a baissé sa croissance de 2 points l'année dernière pour essayer de lutter contre l'inflation. Et la Chine, on est à 4% d'inflation, c'est dans le plan. En réalité, l'inflation tendancielle en Chine est autour de 8 à 10%, avec une inflation qui est une inflation Balassa-Samuelson, c'est-à-dire une inflation typiquement de pays émergents, dans laquelle effectivement vous avez
une inflation qui est liée au fait qu'on fait passer des gens du secteur archaïque au secteur progressif. Et ce passage nourrit une inflation parce que vous avez une quantité de monnaie colossale qui rentre dans le pays. La politique monétaire qui est menée n'étant pas la bonne politique monétaire, vous avez donc de l'inflation. Donc, premier élément, la traduction de la crise est une crise qui est générale à la surface de la planète. Cette crise se traduit par, malgré la croissance, par le fait que vous avez des poches de chômage qui sont concentrées dans les pays d'Europe et dans les pays d'Amérique du Nord, et des poches d'inflation qui sont concentrées dans les pays du Sud. Deuxième traduction de cette crise, deuxième caractéristique de cette crise, je pense, c'est le fait qu'effectivement, les outils traditionnels de la politique économique sont en train de patiner. Les trois outils traditionnels qui sont, d'une part, la politique budgétaire atteint manifestement ses limites. Il y a 3000 ans, au milieu des années 90, l'administration Clinton avait fait voter son dernier budget, qui était un budget dans lequel l'équilibre budgétaire et l'excédent budgétaire dégagé par les autorités américaines étaient tels qu'au 31 décembre 2011, il n'y aurait plus du tout de dette publique américaine. Et comme les marchés financiers ont besoin de dette publique américaine, ça allait poser un problème d'actifs sûrs. Que serait l'actif sûr à la surface de la planète s'il n'y avait pas de dette publique américaine ? L'actif sûr, c'est toujours la dette publique américaine, quoi qu'en pensent les agents de notation dont on vient de parler avec brio. D'ailleurs, là, c'est vraiment de l'économie spectacle, digression dans les agences de notation, puisque Enron avait eu une excellente note, parce que quand ils ont reçu les agences de notation, la salle de marché qu'ils ont montrée était un décor de théâtre. C'était du vrai spectacle. Les agents qui ont été audités par les agences de notation étaient des comédiens qui avaient été payés par la direction d'Enron. Donc là, bon, les agences de notation, l'actif sûr, c'est toujours la dette publique américaine, et quoi qu'il arrive durablement, ce sera la dette publique américaine. On n'en manque pas de dette publique américaine, c'est le moins qu'on puisse dire, 15 000 milliards de dollars. Dans ces 15 000 milliards de dollars, vous avez une réponse naturelle de la stratégie économique américaine qui est d'essayer de laisser filer le déficit budgétaire pour retrouver sa croissance potentielle. Et puis vous avez la composante discrétionnaire, la composante de déficit structurel. Vous le connaissez tous parce que ce déficit structurel des administrations publiques américaines, c'est 1200 milliards de dollars. Ces 1200 milliards de dollars, ce sont ceux qui sont en débat au Congrès en ce moment. C'est-à-dire que les États-Unis cherchent à réduire leur déficit de 1200 milliards de dollars. Et ces 1200 milliards de dollars, ils ont généré une croissance qui est une croissance qui sera au mieux cette année en sommet de cycle dans l'économie américaine de 2,5%. L'effort en termes de dette publique consenti par les États-Unis, alors que pour eux, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais enfin, en termes de réalité de l'impact de la politique budgétaire, cet effort est de 9% du PIB, avec une croissance en regard qui sera à peine de 2,5%. Donc vous avez un premier élément qui est la perte d'efficacité de l'outil budgétaire. Deuxième élément, sur le problème de la politique monétaire, vous avez deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'effectivement, on se heurte à des mécanismes de trappe à liquidité. La monnaie circule, s'accumule, et puis elle explose par effet Balassa-Samuelson dans les endroits où elle ne devrait pas exploser. Elle explose en déstabilisant les économies émergentes, elle explose en déstabilisant les pays comme l'Égypte, elle explose en générant des bulles spéculatives. Et donc la politique monétaire de soutien à l'activité économique est en train, là aussi, de poser problème. La question qui se pose à partir de là, je reviendrai là-dessus, c'est quel est le statut de la politique monétaire et quel est le rôle de la Banque centrale ? Une des questions qui se posent au niveau européen, c'est quel est le rôle de la Banque centrale ? Alors ne vous y trompez pas, ce rôle, tout le monde est à peu près d'accord, car ce rôle a été entériné. Dans les débats, on vous raconte qu'il y a un modèle de banque centrale, l'anglo-saxonne, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre, qui financent en particulier n'importe qui, n'importe comment. Allons-y gaiement. Ah, heureux Britanniques qui ont la planche à billets. Et puis il y a les obtus à casque à pointe là-bas qui nous empêchent de faire de la création monétaire. Pour la petite histoire, le Britannique habile et tout ça, qui avait repéré qu'il fallait surtout pas demander des réparations aux Allemands. Sur le plan historique, je ne vais pas contester ce qu'a dit mon ami Philippe Spizer, mais Keynes avait simplement repéré que si les Allemands dégageaient des excédents de paiement courant payer les réparations, comme l'avaient fait les Français en 1873, parce que le montant des réparations de 1919, au départ, c'était le même que celui de 1873. Hein. Bon, c'était monstrueux en 1919, ça l'était moins en 1873. Bon, ça dépend de qui on parle. Mais ce qu'ils avaient constaté, c'est que quand on dégage des excédents, mais on se met en concurrence sur d'autres pays. Et si l'Allemagne avait dégagé des excédents commerciaux, elle aurait été en concurrence sur l'Angleterre. Donc, je veux bien admettre que Keynes était un philanthrope pro-européen, mais avec un côté assez britannique quand même. Et donc, l'anglais, ce qu'il y a, c'est que l'Angleterre, éternellement, n'a ni ami ni ennemi, elle n'a que des intérêts, et c'est ce qui fait sa force.
Et donc, mais l'Angleterre a une banque centrale qui est la même banque centrale que les autres. Parce que l'Angleterre a signé le traité de Maastricht. Si, ça surprend tout le monde. Si. Ils l'ont signé. Et non seulement ils l'ont signé, mais M. Tony Blair, Premier ministre de Sa Majesté, a fait voter en 1997 la réforme de la Bank of England. Donc toutes les banques centrales font la même chose. Toutes les banques centrales développées ont comme mission de refinancer l'économie. Non pas de créer de la monnaie. La monnaie est créée par des banques commerciales. Une banque centrale moderne, ça refinance l'économie. Le véritable enjeu de ce qui se passe, c'est est-ce qu'on refinance sur des bases de quantité ou des bases de qualité? Est-ce que quand une banque centrale refinance un projet, elle refinance ça en se disant qu'elle contrôle la banque de façon à ce que la banque ait ipso facto créé de la richesse, conduit une entreprise à créer de la richesse? Ou est-ce qu'elle met en permanence par son refinancement une quantité de monnaie en circulation et que le système lui-même digérera cette quantité de monnaie en circulation? La différence qu'il y a entre la Réserve fédérale, d'autant plus que tout ce modèle-là, c'est le modèle de la Bundesbank. Je rappelle aussi historiquement que les statuts de la Bundesbank ont été écrits en 1948. Et en 1948, les gens qui tenaient la plume sur la Bundesbank, ce n'étaient pas les Allemands. Donc c'est des gens qui ont imposé un modèle qui est un modèle qui est arrivé de 1913. Donc on a parlé de Glass, du Glass-Steagall Act. Le ministre des Finances de Wilson, c'était Carter Glass, du Glass-Steagall Act, et c'est lui qui a conçu ce système. Et ce système est généralisé. Le problème maintenant, c'est comment faire vivre ce système, quel sens donner à ce système, comment interpréter ce système, et comment en particulier une banque centrale, à partir de ce système, assure son rôle de refinancement. La différence qu'il y a entre M. Draghi et le gouverneur de la Bank of England, c'est que le gouverneur de la Bank of England a acheté 25% sur le marché secondaire de la dette publique britannique. M. Draghi a acheté 3% de la dette publique européenne. La question qui se pose, c'est pourquoi il s'est arrêté, est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va s'arrêter, et pourquoi il y a des gens qui considèrent que de toute façon, il vaut mieux qu'il s'arrête. Le troisième élément qui, à mon avis, est en crise, et ensuite je vous donnerai les pistes de ce qui va se passer dans les trois zones. Le troisième élément qui est en crise, c'est la politique de change. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est entre les filles qui sont triple A, et c'est la compétitivité. Tous les jours, on nous parle de compétitivité. Cette année, l'année dernière, j'ai participé à 4 groupes de travail sur la compétitivité. Vous ne pouvez pas ouvrir un poste de télé ou tout ça sans qu'il y ait quelqu'un qui dit qu'il faut renforcer la compétitivité. Et dans la foulée, on vous dit qu'il faut réindustrialiser. La dernière fois, au 25e groupe de travail sur la réindustrialisation auquel on m'a convié, j'ai dit « Est-ce que vous comptez réouvrir les mines d'Anzin? Et si oui, quand ?» Parce que la réindustrialisation qu'on nous propose, c'est l'industrie d'hier. On va refaire du textile dans le Rouennais, du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Quand notre président de la République, que nous vénérons tous, pour quelques mois encore, nous dit dans un débat à la télévision et qu'on lui dit, vous savez, il y a 15 ans, on exportait de l'automobile, maintenant on en importe, qu'est-ce que vous comptez faire? Il répond, je vais m'en occuper personnellement. Alors je me pose la question, est-ce qu'il va aller chez Peugeot serrer les écrous là, dans les roues pour les fonds? Moi, je dis, mais qu'il laisse vivre, qu'il laisse faire. C'est-à-dire que la troisième chose qui est en crise, c'est le rapport au commerce extérieur, au libre-échange. Et c'est le développement de cette idée que l'on construit la croissance, non pas en augmentant la productivité, mais en volant des parts de marché aux autres. Que la croissance est un processus de prédation et pas de création. Donc, ce qui est en crise, c'est la politique budgétaire parce qu'elle est devenue inefficace, la politique monétaire parce qu'aussi elle est devenue inefficace, et que malgré un compromis organisé autour du statut de la Banque centrale, il y a encore un débat sur la nature de la Banque centrale et sur son rôle de financement. Et ce qui est en crise, troisièmement, c'est la perception de ce qu'est la croissance, qui est une croissance qui doit être en expansion et non pas en prédation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le message en 2 minutes sur les 3 zones qui vont se passer, qui vont arriver? Les 3 zones, c'est quoi? Ce sont les États-Unis et les pays qui sont à la frontière technologique. Ces pays, leur seule menace et leur seul danger, et là, Didier en a parlé, et Philippe en a parlé, c'est la déflation. La déflation par la norme, la déflation par l'inculture et par l'oubli de ce qu'avait été la crise des années 30. La déflation budgétaire au nom de « ça y est, c'est mal ». Bon, donc, très bien. Et donc, est-ce que ça va arriver? La réponse, c'est probablement non.
C'est-à-dire que l'exaltation déflationniste, à mon avis, a atteint son terme. Et donc je pense qu'on va se réorienter maintenant vers des véritables réflexions sur la politique budgétaire, mais non plus en termes de déflation et d'augmentation des impôts purs, mais en termes de vraies réflexions sur l'efficacité des finances publiques. Donc dans ces pays, le véritable enjeu, c'est une réflexion et une réforme de l'État-providence. Regardez ce qui se passe aux États-Unis dans les primaires, entre deux considérations sur Darwin. Les débats républicains émettent des hypothèses sur ce que c'est qu'un État-providence. Il faut les trouver. Darwin occupe plus de place que l'État-providence. Mais il y a quand même un vrai débat. En France et en Europe, je pense que là aussi, la sagesse va l'emporter. La sagesse va l'emporter. Didier a parlé du cas grec. Ce que je trouve intéressant dans le cas grec, c'est que là aussi, on arrive à la limite des contradictions où les gens s'aperçoivent qu'ils faisaient fausse route. Dans ce que Didier a décrit comme étant la situation dans laquelle on essaie d'annuler une partie de la dette grecque, les gens se sont aperçus que ce qui était les plus difficiles à manier, c'était les fonds souverains qui détiennent une partie de la dette grecque. Pendant 2-3 ans, on s'est exalté en disant « Ah, bonne nouvelle, il y a enfin des fonds souverains ». Toute une classe dirigeante qui s'était débarrassée du communisme ne rêvait plus que d'être nationalisée par le Parti communiste chinois. Ils avaient craché sur le programme commun dans les années 80. Ils étaient allés manifester contre Mitterrand dans les années 80 en disant non, pas de nationalisation. Et ils ne rêvaient plus que d'une chose, d'être nationalisés par le Parti communiste chinois. Eh bien, le Parti communiste chinois veut leur dire si vous êtes nationalisé, vous allez casquer. Et donc, je pense que les gens ont compris que le véritable enjeu, ce n'est pas de sombrer chez des rentiers, des protectionnistes, des gens qui ont un état d'esprit dans le dirigiste, mais effectivement d'essayer de faire en sorte de redresser la situation par la croissance économique et de rembourser sa dette sur des bases qui sont de croissance économique. Donc, sur ce bloc-là, je pense, pour revenir, qu'on va retrouver l'idée que non à la déflation budgétaire, oui à la croissance économique, c'est-à-dire oui à une politique qui va être une politique de soutien aux deux piliers de la croissance, l'innovation et la concurrence. Deuxième bloc, les pays émergents. Je pense que là, il y a un vrai danger dans les pays émergents, parce qu'ils n'arrivent pas à contenir l'inflation. J'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables de la Réserve fédérale des États-Unis, je les vois de temps en temps, et leur discours, c'est toujours, quand je leur dis, écoutez, mais vous inondez le monde d'inflation et vous déstabilisez la planète. Et donc, il y a 1 an, discutant avec quelqu'un d'assez haut placé à la Réserve fédérale, elle m'avait dit, vous regrettez Ben Ali ? À l'époque, j'avais dit non. Écoutez, je finis par me poser des questions. Donc je ne regrette pas Ben Ali, mais je suis inquiet de l'inflation et de dégâts que provoque dans un pays émergent l'inflation. Parce que l'inflation, c'est le prix du pain qui monte, et au bout d'un moment, ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est-à-dire que comme les gens qui n'ont pas d'oreille, ils écoutent n'importe qui. Et donc quand on écoute n'importe qui, on fait n'importe quoi. Et donc, deuxième élément, je suis inquiet sur l'inflation et je crois que la vraie crise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas dans les gains de productivité et de croissance que peuvent faire les pays développés, parce qu'ils vont les faire, mais elle est dans la façon dont un certain nombre de pays émergents vont gérer l'inflation. Et puis le troisième secteur et le troisième domaine sur lequel je pense qu'il y a des choses à se poser, des questions à se poser, c'est effectivement, dans cette croissance qui est quand même à 4%, vous avez des tensions. Du fait qu'il y a de la monnaie, qu'il y a de la croissance à 4% et qu'une partie de l'inflation n'est pas digérée par l'effet Balassa-Samuelson des pays émergents, vous avez des bulles. Et donc je pense qu'une des vraies réflexions maintenant que doivent se poser les gens qui réfléchissent à la finance, à l'économie, c'est qu'est-ce que c'est qu'une économie de bulles ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver non plus à gérer une politique monétaire par rapport à l'indice des prix à la consommation, mais comment on doit gérer une politique monétaire par rapport à une économie de bulles. Donc si je résume mon propos, finalement, on va s'en sortir si on fait de la concurrence et de l'innovation. Deuxièmement, il faut se méfier de l'inflation en Chine et en Inde. Troisièmement, il faut que tous les gens brillants qui sont autour de moi se mettent à réfléchir sur ce que c'est qu'une bulle. Toute dernière remarque, j'avais dit il y a 4 ans, regardez bien Obama, il ne dépassera pas les primaires. Il n'a pas organisé de primaires, donc il a dépassé les primaires. Mais ce serait quand même curieux qu'un Mormon qui parle français, ce qui, paraît-il, pour les Américains, est le comble de l'abomination, gagne les élections. Eh bien, je crois qu'on est quand même parti pour ça. Donc, ma prochaine prévision politico-électorale, c'est que Obama a passé les primaires, mais il ne passera pas les prochaines élections.